Nous démarrons avec une conférence. Je quitterai aussi la scène pour vous laisser seul sur l'écran. Donc, le docteur Luc Julia est directeur scientifique de renom. Il a été directeur technique et vice-président pour l'innovation chez Samsung Electronics, a dirigé Siri chez Apple, était directeur technique chez Hewlett-Packard et a cofondé plusieurs startups dans la Silicon Valley. Il est l'auteur du best-seller « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il détient des dizaines de brevets et est reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde numérique. Donc, je vais lui laisser la parole. Il était censé être avec nous ce soir, mais malheureusement, la grève lui empêche de rentrer ensuite chez lui. Donc, heureusement, on peut quand même profiter de cette conférence à distance. Merci beaucoup, Dr Julia. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur un écran dans lequel, n'ayez pas peur, vous allez voir juste un petit rond avec ma tête, si tout va bien. Donc, si vous voyez ça, c'est qu'on est bien parti. Alors, est-ce que c'est OK? J'ai juste une confirmation. Ouais, c'est bon. OK, d'accord. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler effectivement. D'abord, je suis Luc Julia et je vais vous dire que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle qui n'existe pas? C'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis 6-7 ans et vraiment 3-4 mois. D'accord? Donc 6-7 ans, on a eu une petite période où on nous a expliqué que l'intelligence artificielle allait nous tuer. Et puis là, depuis 3-4 mois, on est en train de nous expliquer que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Alors, c'est celle-là qui n'existe pas. Hein. Cette intelligence artificielle qui fait peur ou cette intelligence artificielle qui fait rêver, ça n'existe pas. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais commencer par faire une sorte de définition de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier. Hein. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps maintenant. Ça existe depuis à peu près 1956. Exactement, en fait, depuis 1956. C'est quelque chose qui a été inventé par des chercheurs de l'université de Dartmouth en Californie. Pas en Californie, pardon, aux États-Unis. Et donc ces gens-là se sont réunis et ont dit, bah voilà, on est en train de mettre au point des équations mathématiques qui peuvent simuler un neurone. Et donc, si on a un neurone, on a un réseau de neurones. Si on a un réseau de neurones, on a un cerveau. Et voilà, si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Et donc, ils ont appelé ça intelligence artificielle, ce qui était donc évidemment une grosse bêtise, je vais vous le dire juste après, parce que ça n'a strictement rien à voir avec de l'intelligence. Donc, on n'aurait pas dû appeler ça intelligence artificielle. Mais voilà, c'était le nom, donc c'est parti d'ici. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis la nuit des temps, en fait? On essaye de créer des machines, de faire des systèmes qui vont nous remplacer quelques tâches, et des tâches qui sont évidemment très très spécifiques. On a réussi avec des robots à faire des choses très spécifiques, très très limitées. Et puis on s'est dit, pourquoi pas le faire aussi des tâches intellectuelles, faire des tâches intellectuelles à ces machines. Et comme j'ai dit, ça date pas d'hier en fait, hein, ça date pas de 1956, en fait, ça date certainement de la nuit des temps. Et moi, j'aime bien faire remonter cet effort d'avoir cette peut-être intelligence artificielle, donc à 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642? Il y a Pascal qui a inventé la pascaline. Pascal, philosophe, mathématicien français. Et la pascaline, c'est quoi? C'était la première machine à calculer vraiment qui faisait des additions et des soustractions. Alors vous allez me dire, les additions et les soustractions, c'est pas compliqué, c'est pas tellement intelligent. Enfin là, tout de suite, si je vous demande combien fait 1807 plus 1443, vous allez mettre un petit peu de temps à le faire, et puis vous avez 60% d'avoir faux.
la machine, là en l'occurrence la Pascaline, aurait fait ça en 2-3 secondes, heu et heu et aurait eu juste. Donc tout ça pour dire qu'on fait des machines depuis très longtemps, ces machines artificielles qui permettent de simuler donc quelque chose qui a l'air intelligent. Mais bon, je reviens à mes amis de 1956 là, non seulement ils ont, je pense, fait l'erreur d'appeler ça intelligence artificielle et en plus de ça, ils se sont, plantés lamentablement parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui est certainement le plus compliqué qu'on puisse faire, heu, d'imiter l'intelligence humaine, c'est, de résoudre, de comprendre le langage naturel. Le langage naturel, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, hein. Il y a quelqu'un qui parle, et puis on comprend les mots et on essaie de comprendre le sens. Eh ben, en 1956-60, ça a pas marché, ils nous ont menti. On est rentré dans le premier hiver de l'IA. C'est quoi un hiver de l'IA? C'est, ben, il y a plus de sous, on arrête les recherches et là, le domaine disparaît. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, parce que, c'était très compliqué, c'est très compliqué le langage naturel. C'est certainement le truc qui est le propre de l'homme, hein, et donc c'est peut-être ça l'intelligence. Mais ceci dit, donc ils se sont viandés et l'IA disparaît. L'IA, qu'on appelle, l'IA statistique, donc parce que ces réseaux de neurones là dont on parle, ce sont des méthodes statistiques, donc c'est cette IA qui disparaît et une autre IA apparaît, juste à peu près au même moment, dans les années 60, qui est, une IA dont vous vous rappelez peut-être, qui est, une IA, logique. Et c'est quoi, l'IA logique? C'est un système expert, en fait. D'accord? Donc, ça, on se rappelle, hein, ce que c'est que les systèmes experts, c'est des bases de règles. Si machin a leur truc, on peut créer des trucs très compliqués, des arbres de décision très compliqués, qui font que, bah, ça va résoudre des problèmes, mais qui sont prédéfinis et qui sont donc, avec des conditions d'experts, qui viennent répondre aux questions diverses et variées pour pouvoir faire des choix, heu, dans, heu, dans dans les divers domaines dont on va parler. Et les systèmes experts marchent très bien, hein, donc dans les années 60, 70, 80, 90 et jusqu'en l'apothéose, on va dire, des systèmes experts, c'est certainement, la machine, Deep Blue, d'IBM qui bat, Kasparov aux échecs, d'accord, en 1997. Et donc, c'est super impressionnant, hein. Est-ce que c'est intelligent? Je suis pas sûr parce que, par exemple, les échecs, bon, c'est compliqué peut-être, je sais pas si c'est intelligent, mais c'est un jeu avec des règles et donc effectivement, un système à base de règles, bah, il a les règles et il suit, le mouvement. Il y a en 1997 des machines qui ont assez de mémoire pour avoir beaucoup, beaucoup de coups en mémoire et assez de calcul, de capacité de calcul pour pouvoir calculer en suivant les règles de n'importe quelle, position à une position gagnante, ce que pouvait pas faire, Kasparov parce que lui, il a 10-20 coups d'avance. La machine, en gros, avait tous les coups d'avance. Donc, c'est impressionnant, mais je suis pas sûr que ça soit très intelligent. Ceci dit, dans les années 90, il se passe autre chose, hein, qui est très intéressant, heu et ça va être le retour, des IA, statistiques, donc qu'on avait abandonné au début des années 60. Et qu'est-ce que c'est? Déjà, on commence par changer de nom, hein, on commence par appeler, ces IA statistiques, on va appeler ça du machine learning, hein, parce que c'est mieux, ça fait mieux que de l'intelligence artificielle qui était toujours pas trop à la mode quand même dans l'esprit des gens. Donc on appelle ça du machine learning, qui est certainement d'ailleurs un mot, enfin une expression bien meilleure que intelligence artificielle, donc c'est bien. Et pourquoi ça revient à la mode? Parce que arrive quelque chose dans les années 90, vous en souvenez évidemment, ça s'appelle internet. Et internet arrive avec quoi? Internet arrive avec son lot de data, son lot de données, hein, ce qu'on va appeler, le big data, parce qu'internet effectivement c'est la plus grosse base de données du monde, hein. Il y a plein de data et toutes ces data on peut les récupérer, et on peut les analyser et créer des modèles et donc on fait du machine learning, on apprend aux machines, à faire des choses très particulières. Encore une fois, je vais toujours vous dire que, les IA, ces IA, ces intelligences artificielles sont excessivement, spécialisées et donc une des premières, intelligences artificielles qui arrivent, donc là on est dans les années 90-2000, on passe du machine learning au deep learning, d'accord? Avec encore plus de données. Et donc, une des premières IA, qu'on fait, c'est, un reconnaisseur de chat. Alors, c'est pourquoi on fait un reconnaisseur de chat? Parce qu'il se trouve que, sur internet,
il y a beaucoup de gens qui ont posté des images de chats et donc on a plein, plein, plein de chats. On a une base de données de chats absolument extraordinaire et non seulement les gens postaient leurs chats sur internet, mais en plus de ça, ils annotaient, et donc en disant que c'était bien un chat, tu vois? C'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon tonton et donc du coup, on se retrouve avec, des millions et des millions de chats et on s'aperçoit qu'avec, à peu près, 100 000 images de chats, on arrive à faire un reconnaisseur de chats, qui est bon à 98. Alors ça, c'est intelligent, hein. Un truc qui reconnaît les chats, c'est quand même fantastique, ou pas. Heu et donc la question qu'on va se poser ici, c'est, bah, nous humains, combien d'images de chats nous faut-il pour reconnaître les chats? Et pas à 98 mais à 100. Et là, je me tourne vers les psychologues et les psychologues vont nous dire, ben, effectivement, un enfant de 2 ans, a besoin d'à peu près, 2 chats, pour reconnaître les chats à 100. Donc ce chiffre-là, et je vais vous en donner d'autres après, mais ce constat nous montre simplement que ces intelligences artificielles qu'on crée n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence, d'accord? Parce que, nous on a besoin de 2 chats, elle en a besoin de 100 000, c'est pas tout à fait pareil et en plus de ça, comme on disait, cette intelligence artificielle reconnaît les chats à 98 tandis que nous c'est à 100 parce que nous on reconnaît même les chats la nuit dans la pénombre et pourquoi l'intelligence artificielle ne reconnaît pas les chats dans la pénombre, c'est parce que, personne n'avait posté d'image de chat, la nuit. Et donc du coup, ça n'existe pas dans le modèle et si ça n'existe pas dans le modèle, ça n'existe pas. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'encore une fois, les méthodes sont très, très, très différentes et là, je vais continuer dans l'histoire un peu, donc on avance, là, on est dans les années 2000-2010 et en 2016, cette fois-ci, c'est le champion du monde de Go qui se fait battre par une machine et la machine, est une machine bien différente de celle, qui avait battu Kasparov parce que cette fois-ci, elle utilise effectivement les méthodes de machine learning et de deep learning. Parce qu'il faut dire que le Go, c'est un peu plus compliqué que les échecs, hein. Aux échecs, on a à peu près 10 puissance 49 coups d'après les mathématiciens et si vous posez la même question aux mathématiciens sur le Go, ils vont vous dire qu'il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Alors déjà, ça veut dire qu'on ne sait rien, hein, combien il y a de coups, parce que c'est beaucoup. Et puis c'est 200 beaucoup, c'est de toute façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'aux échecs. Et donc on ne peut pas vraiment avoir les mêmes méthodes que ce qu'on faisait avec des systèmes experts aux échecs. Donc on va être obligé de faire plutôt des statistiques pour pouvoir pour pouvoir faire jouer une machine au Go. Je ne vais pas détailler les algorithmes, hein, c'est des algorithmes de deep learning, on s'en fiche un peu, mais par contre, je vais essayer d'ouvrir les entrailles de cette machine-là. Alors, c'est pas comme ça qu'elle était en vrai, hein, c'est un dessin. La vraie machine, c'est en fait à peu près 1500 CPUs. Les CPUs, c'est les chips, vous savez, c'est les puces qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs. Donc 1500 CPUs, à peu près 300 GPUs. Et GPUs, c'est encore un autre type de bestiole, hein, de puces qui sont les Graphical Processing Units. C'est fait pour faire du calcul matriciel, pour afficher les trucs à l'écran en l'occurrence, mais aussi pour faire du calcul matriciel qui est très pratique pour le machine learning. Et puis, il y a encore d'autres types de puces qui s'appellent des TPUs. Alors, c'est un truc nouveau à l'époque, hein. Tensor Processing Unit, c'est pour faire du TensorFlow. TensorFlow, qui est une méthode spécifique inventée par Google, qui fait du deep learning. Bref, tout ça pour dire que cette machine-là, c'est à peu près 2000 ordinateurs. D'accord? 2000 ordinateurs pour jouer au Go. Et donc, c'est un petit data center, si vous voulez. Et donc la question que je vais poser, c'est, est-ce que vraiment on a besoin de 2000 ordinateurs pour jouer au Go, quoi? Je veux dire, enfin, c'est ridicule, hein. Quelle est la capacité, quelle est l'électricité dont on a besoin, la puissance dont on a besoin pour faire tourner une telle machine? Et la réponse, elle est assez simple, hein, 2000 ordinateurs, c'est 440 kilowatts. 440 kilowatts, c'est beaucoup de watts, surtout quand on va vouloir comparer avec notre ami champion du monde, là, le petit Coréen de 18 ans à l'époque, qui a lui, il a que son cerveau, hein. Il a un cerveau pour pouvoir jouer au Go. Et donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est en watts notre cerveau? La différence, elle est assez énorme parce que la machine qui a besoin de 440 kilowatts, l'humain, lui, il a besoin de 20 watts, 20 000 fois moins. Et en plus de ça, notre petit Coréen là, de 18 ans, non seulement il joue au Go, mais en plus de ça, il fait plein d'autres trucs. Il parle, par exemple, vous vous rappelez le truc, le langage naturel, le truc compliqué. Donc lui, il est capable de faire ça, il est capable de faire la cuisine, enfin, il fait plein de trucs.
La machine qu'on a fait en 2016, là, AlphaGo, le programme AlphaGo, il ne fait que jouer au Go, d'accord, avec ses 440 kW. Donc encore une fois, ici, on se dit, bah, quand même, ces machines qu'on est en train de fabriquer n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence. Bon, ça, je pense que c'est réglé. Mais surtout, en plus, ça prenne énormément d'énergie et qu'il n'y en a pas un problème là, un problème peut-être éthique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser toute cette énergie pour faire ces machines et pour faire de l'intelligence artificielle? Et une autre question, tout aussi éthique, on a vu que, on avait besoin de beaucoup de données et on a dit que beaucoup de ces données venaient, d'internet. Là, récemment avec ChatGPT, vous avez certainement entendu, parler de ChatGPT puisqu'on parle que de ça depuis à peu près le mois de novembre. Et puis là, la nouvelle version qui est sortie la semaine dernière, ChatGPT utilise quand même des milliards et des milliards de paramètres, donc c'est beaucoup de données et ces données, bah, est-ce qu'elles sont vraies déjà? D'accord? Bah, la réponse c'est non. Ces données, elles viennent d'internet et sur internet, vous savez peut-être qu'il n'y a pas que des trucs vrais, hein, on nous ment des fois et ces données, et ben, elles viennent de là, malheureusement et donc elles sont potentiellement biaisées. D'accord? Et ça, c'est embêtant, parce que beaucoup de ces modèles donc, se reposent sur ces données potentiellement biaisées et ça donne des systèmes qui sont, ben, des fois, qui sont juste cassés, quoi. Et donc, pour un exemple de ça, en 2016, encore une fois, il y a, Microsoft qui avait décidé de faire un chat. Déjà à l'époque, c'était, Tile, il s'appelait ce chat et donc, ce chat de Microsoft était censé aider les gens sur Twitter à utiliser les produits de Microsoft. L'idée était louable, c'était intéressant, mais malheureusement, ça s'est très, très mal passé parce que, au bout de 7 générations de ce chat Tile, Microsoft a été obligé de débrancher Tile, parce que Tile était devenu le plus raciste et sexiste de l'humanité. Et évidemment, c'était pas le but du jeu, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Donc, des gens ont essayé de comprendre ce qui s'était passé avec Tile et pourquoi il avait comme ça dérivé. Et en fait, bon, il y a eu des conclusions qui n'ont pas été faites par Microsoft, mais des conclusions, donc des hypothèses qui ont été faites par les chercheurs qui ont travaillé dessus. Et en fait, il y a certainement eu deux erreurs dans le programme. Une première erreur qu'on va appeler une erreur de logique, hein, de programmation un peu classique. En gros, quand vous faites un chat, vous essayez de l'adapter le plus possible au public auquel vous vous adressez. Et donc il y a afin qu'ils aient un dialogue correct et donc il y a un facteur d'adaptabilité, dans ce chat et bah, plus vous le montez, plus il va être proche du public et plus, vous le descendez, plus il va être proche de vous et vous allez contrôler en fait le dialogue. Là, il se trouve que le facteur d'adaptabilité était peut-être un peu trop haut, donc il s'adaptait un peu trop au public et il se trouve, comme le public ici c'était Twitter, vous savez peut-être que sur Twitter, au bout de deux trois interactions, on s'insulte. Bah là, le truc, il insultait les gens au bout de deux trois interactions, donc ça marchait bien. Donc facile à fixer ça, hein, il suffit de ramener le facteur d'adaptabilité à quelque chose de beaucoup plus bas, et donc à ce moment-là, on contrôle le dialogue, et là, il dit ce qu'il veut. Donc celui-là, facile. L'autre bug est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus compliqué à trouver. C'est un bug que je vais appeler un bug de statistique, donc un bug de données, hein, d'accord. Et donc, c'est quoi ce bug de données? C'est que bah, pour faire un système de dialogue, encore une fois ici, il va falloir beaucoup d'exemples de dialogue, hein. Comme tout à l'heure, il nous fallait 100 000 images de chats pour reconnaître pour faire un reconnaisseur de chat. Bah, pour faire un système, un modèle de dialogue, il nous faut d'exemples de dialogue annotés. Et il se trouve que ça, par contre, c'est pas si facile que ça à trouver sur Internet, mais il se trouve aussi qu'il y a des bases de données qui existent. Il y a une base de données qui s'appelle Switchboard, qui existe depuis très longtemps, depuis les années 50 aux États-Unis, qui est une base de données annotée de plein de conversations téléphoniques qui ont été enregistrées, donc retranscrites et annotées. Et c'est des millions de conversations donc, qui ont été enregistrées comme ça et annotées et donc disponibles. Et donc pourquoi c'est enregistré? Ben, parce que c'est pour comprendre ce que les gens disent. Après, pourquoi c'est retranscrit? Ben, c'est pour savoir, pour faire du langage naturel dessus, pour savoir ce que les gens disent. Et pourquoi c'est annoté? Parce qu'on veut savoir si les gens étaient énervés, s'ils étaient contents, gentils, etc. Donc c'est une énorme base de données, très sympathique pour les gens qui font du dialogue. Et donc évidemment, on peut très bien imaginer le petit ingénieur de Microsoft là, à qui on a demandé de faire le système TIE, bah, il va aller chercher les informations dans Switchboard
mais c'est gros, c'est beaucoup. Et là, il va dire: «Bah, tiens, je vais prendre un sous-ensemble, je vais pas prendre les millions de conversations, je vais prendre seulement, les 10 000, 100 000 dont j'ai besoin». Et ben, on peut imaginer très bien que sans faire attention, ils prennent le début de la database, Alabama, années 50. Et puis, ah bah, évidemment, là, Alabama, années 50, si vous voulez, il y a peut-être un peu culturellement un poids, d'accord? La région, l'époque est raciste et donc effectivement, dans le modèle, ce racisme est intrinsèque et donc, ben, le système, il lui a pas fallu longtemps pour, commencer à insulter, les noirs et les femmes, hein, tant qu'on y était, pourquoi pas. Donc, là, c'est un problème de données qui est énorme, qui veut dire que c'est très compliqué quand on parle de 100 000, 10 000, 1 milliard, 175 milliards de données comme dans ChatGPT par exemple. C'est évident que ça va être très, très, très compliqué, d'aller les chercher et d'aller les regarder, d'aller toutes les vérifier. Et donc on a un problème, avec ces IA qui utilisent certainement trop de data et qui utilisent certainement trop de data qui sont biaisées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, quand on va demander à nos, employés, à nos personnes qui vont faire des systèmes d'IA pour nos entreprises. Il faut qu'on ait en tête le fait que peut-être, ça va être un problème. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est facile, il suffit de choisir des données, il suffit de faire très attention». Alors déjà, bon, les choisir comme j'ai dit, comme il y en a beaucoup, c'est compliqué, mais aussi choisir les données, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous choisissez vos données, ça veut dire que vous rentrez votre propre biais, hein. Et donc c'est assez embêtant. Ça peut être un biais personnel, ça peut être un biais d'entreprise. Bon, on peut imaginer, beaucoup de différents biais possibles et inimaginables, mais c'est un problème. Donc c'est un gros, gros problème auquel il faut, savoir qu'on peut y être confronté, et donc être préparé, à l'éventualité de pas sortir le système, si toutefois, dans les tests, il marchait pas bien ou il montrait quelques défaillances dans ce domaine-là. Donc, tout à l'heure là, j'entendais pendant, à la fin de vos questions de l'intervenant précédent, j'entendais parler de boîte noire, et que, il fallait savoir si l'IA était une boîte noire ou pas et que ça dépendait, des personnes qui répondaient. En fait, moi je vais vous dire que cette fameuse boîte noire, elle n'existe pas non plus. Il n'y a pas de boîte noire, en IA, comme il n'y a pas de boîte noire dans les sciences en général, parce que bon, l'IA est une science, hein, et comme on a vu, on peut faire des erreurs évidemment, hein, on peut choisir les mauvais algorithmes, choisir les mauvaises données, mais il y a pas de boîte noire dans le sens où, les personnes qui créent l'IA, savent vers quoi les systèmes vont tendre. Et ça, c'est très important de comprendre que c'est comme ça dans tous les domaines, hein. À un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de faire quelque chose et ce quelqu'un, il sait à peu près vers quoi ça va aller. Mais par contre, le reste du public, le reste des gens autour, eux, pour eux, effectivement, pendant un petit moment, alors ce petit moment peut être plus ou moins long, ça va être une boîte noire parce qu'on comprend rien. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on nous explique pas. Mais on peut nous expliquer. Donc, l'explicabilité est possible. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui n'a strictement rien à voir avec l'IA, mais qui a à voir avec les mathématiques et qui montre juste que, en fonction du moment, la science a l'air d'une boîte noire ou d'une boîte transparente. L'histoire, c'est l'histoire de Gaston Julia, mathématicien du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui, en 1914, découvre les propriétés extraordinaires d'une équation, qu'il appelle les fractales. Alors, peut-être certains d'entre vous ici, quand j'ai prononcé le mot fractal, vous avez su exactement ce que c'était et vous avez une image dans votre tête. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que les fractales, je vous conseille d'aller, voir sur Wikipédia. Mais donc Gaston Julia découvre cette équation, met en place cette équation, qui est une équation logarithmique, pas en fait très compliquée, mais qui est quand même une équation mathématique que la plupart des gens ne comprennent pas. Il publie un papier, il explique donc à ses amis mathématiciens quelles sont les propriétés fantastiques de cette équation. Et tous les mathématiciens comprennent. Pour eux, c'est pas une boîte noire du tout, hein, c'est tout à fait logique et ça a fait du sens complet. 1955, donc 40 ans plus tard,
Julia est prof à Polytechnique et il a un élève qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui écoute très bien, mais qui surtout part aux États-Unis et se retrouve en face du premier ordinateur, un des premiers ordinateurs chez IBM. Et il rentre l'équation de Julia dans cet ordinateur pour la dessiner, cette équation, pour faire un plotting, on appelle ça. Et donc Mandelbrot rentre cette équation, il en profite pour l'appeler équation de Mandelbrot, hein, on ne va pas se gêner. Bref, ceci dit, il affiche ça à l'écran, et à l'écran apparaît cette magnifique fougère qui, pour ceux qui savaient ce qu'étaient les fractales, ont eu au moment où j'ai prononcé le mot, ils ont eu ça dans leur tête. Cette fougère, elle a des propriétés évidentes, extraordinaires quand vous la voyez dessinée à l'écran. Vous voyez qu'à chaque niveau de la fougère, il y a la même fougère et la même fougère et la même fougère. La propriété fantastique de cette équation, c'est la récursivité. Et effectivement, bon, bah, maintenant, tout le monde, n'importe qui, juste en voyant le dessin d'une fractale, est capable de comprendre les propriétés de cette fractale, donc cette récursivité. Et donc, la boîte est devenue complètement transparente pour tout le monde. Pour ceux qui ont compris au cas où, hein, c'est un peu comme la vache qui rit, si vous voyez, la vache qui rit, la vache qui rit, la vache qui rit. Donc c'est la même chose. Donc c'est de la récursivité. Bon bref, tout ça pour dire que quelle que soit la science, à un moment donné, on peut arriver à expliquer les choses. Alors je vous dis pas que dans 40 ans, on pourra expliquer toutes les IA exactement à tout le monde, mais si on a vraiment envie, on peut créer certainement ce sera des IA qui nous aideront à expliquer d'autres IA, hein, parce que toutes ces IA, parce que finalement vous avez compris maintenant, il n'y a pas une intelligence artificielle, mais il y en a plein, toutes ces IA ont des capacités pour des données, pour des domaines spécifiques. Okay, donc, bon, je voulais mettre ça sur le côté. Bon, là, vous avez compris que ça m'a énervé un peu l'histoire de Julia et de Mandelbrot, là, mais je vais continuer avec quelque chose qui m'énerve encore plus. Alors, ce qui m'énerve encore plus, c'est la voiture autonome. On nous saoule, on nous bassine avec la voiture autonome, surtout depuis 2018, quand Elon Musk, le fameux Elon Musk qui raconte n'importe quoi, a raconté que la voiture autonome était pour demain. Alors, quand on parle de voiture autonome, quand il parle de voiture autonome, on parle de voiture autonome niveau 5. Hein, c'est-à-dire que c'est la voiture, c'est le niveau d'autonomie maximum. Et donc, ce cher Elon prétend que la voiture autonome niveau 5, celle qui ira d'un point A à un point B, n'importe quand, n'importe comment, dans toutes les conditions, sans aucun problème, sans accident, il prétend que donc ça arrive hier. Parce qu'en fait, en 2018, il a dit que ça arrivait en 2018. Donc effectivement, on est en 2023, c'est toujours pas arrivé, et j'ai un scoop pour vous en fait aujourd'hui. La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Et alors, jamais. C'est juste impossible. Je vais vous le prouver, hein. Je ne vais pas juste vous le dire comme ça, je vais vous le prouver tout à l'heure. Mais par contre, avant ça, je vais vous dire où on en est déjà. Aujourd'hui, on considère qu'on est à peu près au niveau 2.5, au niveau presque 3. D'accord. Donc, en fonction de comment on mesure. Donc, on est encore très loin du niveau 5, évidemment, parce qu'il n'existera jamais. Mais on est même très loin du niveau 4. Le niveau 4 sera super intéressant, et je pense que par contre, le niveau 4, on va y arriver. Et le niveau 4, ça va sauver certainement beaucoup de vies hein, sur les routes. Il y a 1 million de morts sur les routes aujourd'hui par an dans le monde. On arrivera certainement à sauver 90% de ces gens. Et donc du coup, bah, ça sera une avancée extraordinaire, mais on ne peut pas mentir et on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident, on ne peut pas dire que ça pourra aller d'un point A à un point B tout seul, tout le temps, dans tous les cas. Et c'est là que je vais vous donner, des exemples. Le premier exemple que je vais donner, il est assez simple en fait, il est, je dirais, pour les Français. Ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h à Paris, d'accord, hors pandémie évidemment. Donc place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une de ces avenues qui arrive sur la place de l'Étoile. Je vous mets au défi de me dire ce qui va se passer et de dire ce qu'elle va faire la voiture. Enfin, je pense que vous avez compris, la voiture, si vous la collez sur une de ces avenues qui arrive sur la place de l'Étoile, eh ben, la voiture autonome ne va pas bouger, elle ne va pas avancer, elle ne va pas pouvoir. Parce que quand vous
mettez une voiture autonome sur cette avenue-là, elle va faire un truc que ne font pas les humains, elle va suivre le code de la route. Si vous suivez le code de la route sur la place de l'Étoile, vous avancez effectivement pas, hein. C'est juste pas possible. C'est la place de l'Étoile, c'est autre chose, hein. C'est d'autres règles, c'est la loi de la jungle, là, c'est tout ce que vous voulez, sauf du code de la route. Et donc du coup, bah, il va falloir que la bagnole, elle attende 1 heure du matin, peut-être, que ça soit calmé, pour pouvoir traverser l'avenue, pour pouvoir traverser la place. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours des cas un peu exceptionnels où bah, ça va être compliqué. Alors vous allez me dire, on peut toujours apprendre la bagnole à négocier, à faire des gestes pour dire hey, laisse-moi passer, machin, tout ça. Bon, bon vous pouvez imaginer ça. Le problème, c'est que cette voiture, une fois que vous l'avez bien travaillée là, pendant 5-6 ans pour qu'elle passe la place de l'Étoile, en faisant ces gestes de négociation, bah, vous l'amenez maintenant à Bangalore, et là, c'est pas champion du monde, c'est champion olympique, si vous voulez. Donc, c'est encore plus compliqué, peut-être à Naples, peut-être, bon, vous pouvez imaginer d'autres endroits où c'est encore moins le code de la route qui est suivi. Bon, bref, tout ça pour dire que ben, c'est très très compliqué. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est l'exemple que je vais qualifier d'exemple international. Pour ça, je vais switcher d'écran juste parce que je veux que vous voyez un peu, je vais mimer en fait le truc. Donc c'est une voiture qui roule sur une route en Californie, dans une ville qui s'appelle Mountain View. Et cette vidéo, en fait, elle est fournie par des gens de Google qui ont travaillé sur des voitures autonomes depuis 10 ans. Et ils ont à peu près 10 millions de miles de vidéos qu'ils ont décidé de mettre online sur YouTube. Et donc, c'est accessible à tout le monde et surtout aux gens qui font de la voiture autonome, qui travaillent sur les voitures autonomes et qui veulent avoir des données. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut, c'est des données. Et donc là, ces 10 millions de miles, bah, c'est des enregistrements de vidéos de voitures qui roulent sur des routes diverses et variées. Et là, donc, Waymo, le CEO de Waymo de l'époque, décide de mettre ça, justement, pour contredire un peu Elon Musk, il décide de mettre ça à disposition de tous les gens qui travaillaient sur ces voitures autonomes. Et donc, ces 10 millions de miles sont là. Évidemment, des gens comme moi, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir pour aller trouver ce que je vais appeler une pépite. Et une pépite, c'est quoi en l'occurrence? Bah, c'est quelque chose qui va prouver que j'ai raison et que le niveau 5 est impossible. Et il m'a pas fallu longtemps en fait pour trouver une pépite, il y en a plein, hein, mais il m'a pas fallu longtemps pour trouver une pépite qui est assez rigolote et qui montre qu'effectivement ça va être très 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 compliqué pour les voitures autonomes. Et là voilà, donc alors je suis sur là on voit, c'est une vidéo qui est prise à travers le pare-brise, hein, et donc on est sur une rue de Mountain View, il se passe rien, rien de spécial, et la voiture s'arrête. Et au bout de 2-3 secondes, elle redémarre, elle fait 2-3 mètres et elle s'arrête. Au bout de 2-3 secondes, elle redémarre, elle s'arrête, elle redémarre, elle s'arrête. Elle fait ça 5-6 fois. Et là, on voit, là, il y a un grand angle sur cette caméra, on voit que la personne qui est dans la voiture, il y a ce qu'ils appellent un safety driver, hein, quelqu'un qui est toujours là pour vérifier comment la voiture se comporte, qui met les mains sur le volant et qui part, qui redémarre, donc qui reprend le contrôle de la voiture. Parce que derrière, les gars, ils klaxonnaient, ils se demandaient pourquoi cette voiture s'arrêtait comme ça n'avait strictement aucun sens. Et là, vous regardez la vidéo un tout petit peu mieux, et quand vous regardez la vidéo, vous voyez que sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent dans la même direction que la voiture donc, sur le trottoir. Et le gars qui est le plus près de la route, donc qui marche sur ce trottoir, quand vous le regardez bien, quand vous regardez bien un peu qu'est-ce qu'il est, ce qu'il fait, vous voyez que sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, évidemment, vous voyez un gars sur le bord de la route qui marche dans la même direction que vous et qui a un panneau stop sur l'épaule, vous vous arrêtez pas. Enfin, si vous vous arrêtez, vous venez me voir parce que ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Mais parce que vous adaptez à la situation. Vous dites, bah, c'est un gars avec un panneau stop qui marche dans la même direction que moi, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Mais la voiture autonome, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bah, la voiture autonome, elle voit un panneau stop, et puis elle voit un panneau stop, et puis un panneau stop, bon, etc. Donc vous avez bien compris que ce genre de situation-là, ce sont des situations absolument impossibles. D'accord? Donc ce sont des situations qui n'ont strictement aucun sens, mais pourtant, bah, ça arrive. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand ça arrive, nous, ben, on s'adapte.
Nous, on fait en sorte que, eh ben, quand on va voir ça, ben, il va se passer que on va prendre une décision. C'est pas forcément la bonne décision qu'on va prendre, mais on va prendre des décisions, on va s'adapter. L'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, quand elles sont définies dans des domaines particuliers, hein, comme c'est le cas pour toutes ces intelligences artificielles, ben malheureusement, elles n'ont strictement aucune chance de s'adapter. Parce que les modèles sont des modèles figés, des modèles où on a appris sur des données, sur des trucs donc qu'on a vus avant, et donc les intelligences artificielles ont vu les trucs avant. Ok. Donc je vais passer sur Siri parce que bon, si vous avez des questions, je peux toujours y répondre plus tard, mais en gros, c'était pour vous expliquer que Siri n'était pas trop intelligent, mais je pense que vous savez ça si vous l'utilisez. Mais donc, ce que je veux dire en fait, c'est que je voudrais dire que ces intelligences artificielles, je vais continuer à les appeler IA, mais je vais plutôt dire que c'est une intelligence augmentée. Ce sont des intelligences augmentées. Ce sont votre intelligence, en fait. C'est votre intelligence qui est augmentée par ces outils. Parce qu'à la fin, ces intelligences artificielles ne sont que des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer et vous pouvez comment, faire des choses avec, lui faire faire des trucs qui vont vous aider. Donc c'est vraiment juste des aides, des assistants. Moi j'aime bien appeler ça des assistants, hein, comme Siri. Et donc si j'avais à donner une définition de l'intelligence artificielle, je dirais que l'intelligence artificielle est une boîte à outils dans laquelle il va y avoir de multiples intelligences artificielles avec un S. Et donc, comme dans une boîte à outils, il y a de multiples outils qui sont spécialisés chacun dans des domaines particuliers, hein. Le marteau, il est bien pour planter les clous, le tournevis pour mettre des vis, et puis la scie pour couper du bois. Donc, tous ces outils spécialisés, ils ont un truc en fait. Ils ont été créés par l'homme déjà pour commencer, hein, donc c'est nous qui avons fabriqué les outils. Et évidemment, ils sont utiles par définition, sinon c'est pas des outils, donc ils sont utiles pour le domaine particulier dans lequel on les utilise. Et ils ont tous, ben, comme un marteau par exemple, ils ont tous un manche. Et le manche, c'est nous qui le tenons. Et ça, c'est important, j'aime bien insister là-dessus. C'est important d'expliquer que ce manche, effectivement, c'est nous qui l'avons dans la main, et c'est nous qui décidons d'utiliser ce marteau à bon ou à mauvais escient. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pour planter le clou, hein, c'était fait pour ça, c'est très bien. Je peux l'utiliser pour taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais comment je sais que c'est pas bien? Bah, je sais que c'est pas bien en m'éduquant, en comprenant comment marche le marteau, et la société va m'éduquer aussi. La société va me dire: «Bah, c'est pas bien, de taper sur la tête du voisin», et peut-être que le régulateur va m'éduquer aussi, et le régulateur va me dire: «Bah, c'est pas bien de taper sur la tête du voisin». Donc tout ça pour dire que ces outils, il va falloir qu'on les comprenne petit à petit, donc qu'on comprenne quelles sont leurs limites, quels sont leurs pouvoirs, hein. Les IA sont excessivement, ont beaucoup de pouvoir, elles sont très fortes, hein, mais quand elles sont utilisées à bon escient, c'est bien parce qu'elles sont faites pour ça. Quand elles sont utilisées à mauvais escient, eh ben, il peut se passer, on peut avoir des problèmes. Donc il faut les comprendre, il faut pas les exagérer, mais surtout à un moment donné, certainement, pour le choix des données, pour le choix des machines qu'on va utiliser, donc de l'énergie qu'on va utiliser, surtout dans les moments comme les moments qu'on vit en ce moment, l'énergie est de moins en moins, enfin, est de plus en plus délicate, on va dire, à trouver, des choses comme ça. Donc il va falloir que peut-être à un moment donné, on régule, que le régulateur nous aide à prendre les bonnes décisions, ou que nous, la société, on se police nous-mêmes pour faire attention. D'accord. Donc cette notion de boîte à outils, elle est très importante, parce que quand on parle de quelque chose comme ChatGPT, par exemple, hein, donc encore une fois, le truc qui vous saoule depuis 4 mois à peu près. ChatGPT, c'est encore une fois pas autre chose qu'un outil, hein. C'est quelque chose qui va augmenter votre intelligence. Et il y a une bonne chose dans ChatGPT, c'est le nom qu'on lui a donné, hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'aurait pas dû appeler intelligence artificielle intelligence. Mais ChatGPT, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. D'accord. Donc c'est une IA. Bon, IA, c'est pas bien, mais générative, c'est là où c'est intéressant, parce que le mot est bon, ça génère. Et on a bien fait de ne pas l'appeler IA créative, parce que ça ne crée pas. D'accord. Un peu comme tout à l'heure, quand je vous ai donné l'exemple de la voiture autonome et du stop, elle n'a pas pu
créer, elle n'a pas pu créer une situation, elle peut générer, mais elle peut pas créer. Et l'IA générative, c'est exactement ça, alors que ça soit ChatGPT avec du texte ou que ça soit, DALL-E avec de l'image, vous allez avoir la créativité qui est toujours du côté de l'humain, parce que d'une part, c'est l'humain qui a créé l'outil lui-même, mais c'est aussi l'humain qui va taper ce qui s'appelle le prompt. Quand vous utilisez ChatGPT ou les autres génératifs, vous avez ce qui s'appelle un prompt, c'est-à-dire que vous avez un champ de texte dans lequel vous allez écrire ce que vous voulez que l'IA vous génère. Et en fait, c'est dans cette écriture-là que se trouve la créativité. D'accord? Donc c'est vous qui allez écrire, écris-moi un petit paragraphe qui me prouve que la Terre est plate. Alors évidemment, la Terre est pas plate, mais parce que sur Internet, il y a des articles de complotisme qui disent que la Terre est plate, eh ben, l'IA générative va vous générer un petit paragraphe qui vous prouve que la Terre est plate. D'accord? Mais l'idée même d'avoir imaginé que vous pouviez écrire un petit paragraphe sur la Terre plate, c'est vous qui l'avez eu. Donc la créativité reste de votre côté, l'IA va vous générer quelque chose que vous pouvez après remâcher. Alors, elle, justement, elle a remâché depuis les datas qui viennent d'Internet quelque part, donc des 175 milliards de paramètres de ChatGPT. Et donc, elle a remâché ça, et vous pouvez après remâcher et continuer à faire régénérer des trucs à partir des trucs qui ont été générés par les IA. Mais c'est là où, encore une fois, que votre créativité va permettre de faire, de générer ces choses-là. D'accord? Donc, IA générative, ça n'a rien à voir avec de la créativité, ça n'a rien à voir avec nous. Par contre, ça augmente notre intelligence, ça augmente nos capacités, comme tous les outils, comme tous les assistants qu'on peut avoir dans ces domaines-là. Je voudrais terminer avec une petite image. Alors pour ça, je vais faire comment? Pour ça, je vais, alors attendez une seconde, je vais m'enlever de l'image. Je pense que je peux faire ça et comme ça, touc, voilà. Et je vais continuer sur un autre slide. Et c'est un slide en fait qui va me permettre de donner une définition de l'intelligence. J'ai pas vraiment donné de définition de l'intelligence humaine parce que franchement, enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais essayer de donner une définition de l'intelligence humaine. Je vais surtout donner une définition mathématique, hein, parce que c'est le truc avec lequel je suis le plus confortable. Donc, et puis en fait, on va faire une approximation et on va faire une projection. D'accord? Donc on va faire une projection sur un graphe 2D là, comme vous voyez. Donc j'ai en ordonnée, j'ai le niveau d'intelligence, hein, niveau 0, Donald Trump, jusqu'à 100, c'est un génie. D'accord? Donc j'ai le niveau d'intelligence ici, et puis sur l'abscisse, j'ai les domaines d'intelligence. Tous les domaines d'intelligence, on va dire, voilà, ça va être ça. Et donc là, je vais dessiner, je vais projeter, on va dire, l'intelligence humaine sur ce graphe. Et voilà. Ouf. Alors ça, c'est l'intelligence humaine. Alors c'est quoi? On n'est pas des génies, mais on n'est pas mauvais, mais dans tous les domaines, alors, on a quelque chose à dire, surtout nous les Français. Donc voilà, vous voyez, alors c'est une belle courbe, là, ce que je viens de faire, c'est une courbe qu'on va appeler une courbe continue, d'accord, en mathématiques. C'est continu, c'est joli, dans n'importe quel domaine, on a quelque chose à raconter et on est plus ou moins bon. Elle est continue cette courbe, mais en plus de ça, en mathématiques, je vais dire qu'elle est en plus de ça infinie, parce que s'il y a un nouveau truc là qu'on invente tout de suite, on en parle entre nous, et hop, tout de suite, on va pouvoir aussi avoir à dire quelque chose. Et donc, dans tous les domaines, on va pouvoir, dans les domaines aussi de demain qui n'existent pas aujourd'hui, on va pouvoir dessiner cette courbe. Donc, notre intelligence, je proclame que notre intelligence est continue et infinie. Définition mathématique. Maintenant, on va regarder les intelligences artificielles. D'accord? Donc, regardons nos intelligences artificielles et on va voir, tiens, aux échecs. Elles sont où les intelligences artificielles? C'est des génies, hein. Si vous gagnez aujourd'hui contre votre machine qui joue aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 2, hein. Vous n'avez strictement aucune chance de gagner contre une intelligence artificielle. Donc voilà, le Go dont on parlait tout à l'heure, le Go c'est un peu particulier
Parce que je vais en fait proclamer que le Go est plus qu'un génie. Parce que ben, avec le nombre de coups, disons, infinis, et que le Go, aujourd'hui, les machines qui jouent au Go sont capables de jouer des coups qui n'ont jamais été joués dans l'histoire de l'humanité. Donc bon, c'est un truc un peu incroyable. Bon, donc c'est pour le fun, là, je mis ça. Je vais prendre, tiens, la voiture autonome. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la voiture autonome, niveau 5 n'existera jamais, mais niveau 4 existera. Hein, donc niveau 4, ça va être meilleur que nous, de toute façon. Donc ça va être meilleur que nous dans le sens ça va voir mieux, ça va voir quand mémé va traverser, ça va freiner mieux que nous, ça va faire tout mieux que nous. D'accord? Donc c'est le propre d'un outil. Un outil, par définition, il est meilleur que nous, sinon ça sert à rien, c'est pas utile. Donc bah, l'outil voiture autonome, niveau 4, sera meilleur que nous parce que nous, bah, on va textouiller un peu au volant, on va boire un petit coup, enfin on va faire des petites bêtises. La voiture, elle, dans la plupart des cas, elle va faire les trucs correctement. Et puis de temps en temps, elle aura besoin d'une assistance humaine. C'est pas forcément dans la voiture dont elle aura besoin d'une assistance. Ça peut être une assistance en remote control et quelqu'un viendra me sortir de la panade dans laquelle la voiture est en ce moment. Donc, on peut imaginer ça, mais en tout cas, bon, voilà, la conduite, c'est aussi mieux que nous. On va prendre un autre cas, livraison, on va oublier ça pour l'instant, j'y reviens tout à l'heure. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que dans n'importe quel domaine, on est capable de créer un outil qui va être un outil qui est meilleur que moi. D'accord? Et c'est dans des tâches particulières, encore une fois, très, très, très particulières. Et là, ce que je suis en train de dessiner, ces courbes là, enfin ces lignes que j'ai dessinées, c'est quoi en mathématiques? En mathématiques, ça, c'est ce qu'on appelle une courbe discrète. Hein, d'accord? Donc elle a, c'est la discrétion, c'est quand il y a des courbes, des lignes comme ça qui sont les unes après les autres. Et bah, la question qu'il faut se poser ici, c'est que si on veut comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine, les intelligences artificielles avec l'intelligence humaine, pardon, combien me faut-il d'intelligence artificielle, donc de ces lignes discrètes, pour réussir à aligner ça avec la continuité de l'intelligence humaine? Et la réponse mathématique de cette question, c'est il en faut une infinité. Et vous savez peut-être, l'infini c'est compliqué, ça fait beaucoup. Et donc, bon, bah, justement, par l'absurde, on peut donc déduire que les intelligences artificielles n'arriveront jamais à la hauteur de l'intelligence humaine. Un autre truc qui est rigolo, c'est on me dit de temps en temps: «Ah ouais, mais regarde, quand tu prends 2 domaines connexes, comme par exemple la livraison et la conduite, donc des domaines qui se touchent, les lignes discrètes qui se touchent, si tu prends 2 domaines comme ça, par capillarité en quelque sorte, on pourrait faire du transfer learning, hein, donc transférer le savoir d'une intelligence à une autre et par capillarité, on pourrait très bien imaginer que ces intelligences artificielles se développent de plus en plus dans plein de domaines différents et qu'elles commencent à couvrir tous les domaines. Mais il y a un seul truc qui est un peu rigolo aussi en mathématiques ici, c'est quand on regarde entre 2 lignes discrètes, ce qu'il y a. Eh ben, vous savez ce qu'il y a entre 2 lignes discrètes? Encore une fois là, il y a l'infini. D'accord? Et encore une fois, l'infini, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours un cas quelque part qui, même s'il marche dans le cas de la conduite, par exemple, bah, il sera oublié dans le cas de la livraison ou il ne marchera pas dans le cas de livraison. Donc voilà, il y a un problème. Donc cette capillarité, cette diffusion par capillarité ne va pas marcher. Un autre truc qui est marrant aussi, maintenant, c'est quand on va regarder l'infini, vous savez, continu et infini, je vous ai dit tout à l'heure là. Alors c'est génial, c'est très rigolo, mais elle est où l'intelligence artificielle? Elles sont où les intelligences artificielles dans les trucs qu'on vient d'inventer là, tout de suite, là, il y a quelques minutes, quand on a inventé quelque chose de nouveau et qui nous amène dans l'infini là. Eh ben, l'intelligence artificielle ici, elle est absolument nulle part. Parce que tant qu'il n'y a pas les données, tant que moi, humain, j'ai pas décidé de créer l'intelligence artificielle qui va matcher en quelque sorte le domaine, eh ben, l'intelligence artificielle, elle n'existe pas là, tant que j'ai pas décidé qu'elle existe. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, l'intelligence artificielle n'existe pas, que les intelligences artificielles sont multiples et variées, ce sont des outils puissants, ce sont des outils dont on a le contrôle, ce sont des outils absolument fantastiques quand ils sont utilisés correctement. Ils peuvent être utilisés dans plein de domaines et dans le domaine du transport, avoir des voitures autonomes niveau 4, ça sera génial. Dans le domaine de la médecine, avoir des aides, des assistants qui vont aller chercher des cancers dans des radios, c'est super. Ça permet aux radiologues d'être beaucoup plus efficaces dans la façon dont ils vont choisir les traitements, dans la façon dont ils vont annoncer les nouvelles
aux patientes. Et on peut imaginer, on ne peut pas plutôt imaginer que ce soit une intelligence artificielle qui annonce à la patiente qu'elle ait un cancer. Donc, il y aura toujours dans tous les métiers, quelque part, des tâches qui vont être remplacées. Des fois, d'une manière un peu extrême, il va y avoir des tâches, toutes les tâches d'un métier vont être remplacées, ça va arriver beaucoup, beaucoup plus rarement. Mais de toute façon, en s'éduquant sur ces intelligences artificielles, en s'éduquant de comment les utiliser, etc., on va créer d'autres tâches qui vont être des tâches pour aller travailler avec l'intelligence artificielle, pour comprendre comment on travaille avec ces trucs-là, hein. Dans le domaine des robots, on fait ça depuis longtemps, on appelle ça des cobots, hein, donc on travaille avec, en conjonction avec les robots. Et donc ça, on va le voir de plus en plus, mais il faut pas en avoir peur, il faut s'éduquer sur les machins, il faut pas croire que les trucs vont nous remplacer parce que c'est juste pas possible, et puis surtout, c'est on va pas vouloir. Parce que rappelez-vous d'une chose dans ce que j'ai dit aujourd'hui, à la fin, c'est nous qui avons le marteau dans la main. Et c'est nous qui décidons. Sur ce, ben, je vais prendre les questions avec plaisir, si vous en avez, et j'espère que vous en avez. Ou pas. Là, je vous entends pas, hein, si vous parlez. Oui, on demande s'il y a des questions dans la salle. D'accord. Oui, il y en a une. Merci. Bonjour, Olivier Joubert, ETSEM. J'ai une petite question. Il s'avère que je viens du monde de la neuropsychologie. Et du coup, alors j'ai adoré la présentation et en même temps, j'aurais adoré avoir votre retour sur qu'est-ce qui différencie aussi un cerveau d'un ordinateur. Parce que finalement, c'est des neurones avec des seuils de décharge, avec un go, no go, avec de l'intégration. Et donc, je suis sûr que vous avez déjà pensé à cette question. D'ailleurs, vous en sauriez, donc c'est sûrement le cas. Et puis après, c'était peut-être une petite remarque. Ouais. Non, bah, allez-y. Et après, alors là, c'était plus un... Parce que vous êtes inspirant aussi, donc je me disais que finalement, notre société, c'est aussi des hommes qui sont des outils, chacun avec leur expertise, et que du coup, de la même manière, on va aller choisir le bon outil en fonction du besoin. Est-ce que je veux un plombier ou est-ce que je veux un développeur IA, par exemple, quoi. Voilà, donc ça, c'est plus une remarque, la seconde partie, et la première partie, une vraie question, quoi. Ouais. Bah, la seconde partie, vous avez bon, donc ça c'est bien. La première partie, bah, c'est vous en fait qui allez répondre à la question. C'est les neuropsychologues et les gens qui s'occupent, qui essaient de comprendre le cerveau, me disent aujourd'hui, et vous pouvez me confirmer ou pas, que on comprend à peu près aujourd'hui 20 à 40% de notre cerveau. Donc est-ce que ça déjà c'est une affirmation qui vous semble réelle? C'est le principe de la science, c'est que chacun y va avec son hypothèse, son église, mais oui, effectivement, ça peut être cohérent. D'accord, mais parce que bon, si on parle là-dessus, effectivement, bon, ça veut dire que même si c'est 40%, ça veut dire qu'il nous manque quand même 60% de compréhension, et donc c'est un peu compliqué d'imiter quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc aujourd'hui, et c'est l'erreur certainement de ce qu'ont fait les gens en 1956 quand ils ont décidé de déclarer qu'ils avaient modélisé mathématiquement un neurone. Le problème, c'est que on s'est aperçu, je crois, depuis qu'il y avait plusieurs types de neurones et plusieurs types, qu'il y avait plein de façons différentes de le représenter. Et donc, cette représentation simpliste mathématique, en fait, n'est pas une représentation fidèle du cerveau. Donc, je pense que pour imiter un cerveau, il va falloir le comprendre d'abord, et l'imiter par des mathématiques, c'est peut-être un peu compliqué. Ça m'amène à une réflexion qui dit, si on ne peut pas limiter avec des mathématiques, on peut peut-être essayer de limiter avec de la bioscience, avec de la physique. Bon. Alors, je vais faire des raccourcis qui vont peut-être faire de la peine à vous en tant que neuropsychologue, mais en fait, le raccourci, ça va être assez simple. Je vais prétendre que les mathématiques sortent de notre cerveau. D'accord? C'est nous qui avons inventé les mathématiques afin d'essayer de représenter le monde.
OK, on n'a pas forcément réussi tout le temps. Il y a des fois, on a fait des approximations. Et c'est justement un peu le problème, c'est que les mathématiques, c'est quand même quelque chose qui nous arrange bien, hein, qui font ça. Il y a une autre partie qui s'appelle la physique. Et la physique, alors on la représente aussi avec des mathématiques parce qu'on la comprend pas des fois, et des fois, ben, là encore une fois, on tord un peu la réalité et puis on fait rentrer la physique dans les mathématiques un peu comme on peut. Et des fois, on est obligé de changer complètement les équations parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout faux. Mais ceci dit, la physique, c'est bah, le monde, et je vais dire, alors c'est là où je vais vous faire de la peine, je vais dire que la biologie, c'est de la physique. Et donc, en fait, je me dis, ben, on arrive avec ce qui s'appelle l'ordinateur quantique maintenant, et l'ordinateur quantique est un ordinateur physique. D'accord? Donc c'est plus des mathématiques dans le sens où j'ai plus 0 et 1, mais maintenant j'ai la continuité entre 0 et 1, et donc ça fait un peu mal à la tête. Et donc je me retrouve avec un ordinateur quantique maintenant qui peut-être est beaucoup plus à même de représenter le cerveau parce que c'est de la physique, et donc la biologie étant de la physique, je vais pouvoir représenter mon cerveau avec un ordinateur quantique. Donc, peut-être un jour, quand je vais avoir un ordinateur quantique, je vais pouvoir représenter le cerveau. Mais encore une fois, là, il faudra quand même, quelque part, que je comprenne ce que je veux essayer de représenter. Mais bon, c'était un peu long ma réponse ici, mais tout ça pour dire que je ne pense pas qu'avec le seul outil mathématique, on puisse un jour faire une intelligence artificielle qui soit complètement ben, une carbone copie de notre cerveau. Mais je pense que peut-être un jour, si on arrive à maîtriser, alors là, il y a beaucoup de si, parce que si on arrive à maîtriser la physique et si on arrive à comprendre la biologie du cerveau, alors peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des intelligences artificielles qui sont aussi intelligentes que nous. Merci beaucoup. J'ai aucun problème avec la biologie et la physique dans le même tiroir. Mais c'est chouette, Bon, super réponse, c'est bon, merci. Merci. Alors, on va passer la parole au chat, donc à ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, il y a une question pour Monsieur Julia. Le mimétisme est à la base d'une partie de l'éducation des enfants et c'est une diffusion par capillarité qui est à la base de la constitution de la base de données comportementale. La capillarité est donc essentielle au développement de l'intelligence humaine. Qu'en pensez-vous? Bah ouais, je suis complètement d'accord. Et justement, nous, on a à faire ces connexions entre les différents trucs. Et ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du transfer learning, que l'IA avait beaucoup de mal avec le transfer learning, nous, on a moins de mal. C'est-à-dire que justement, on arrive à faire ces connexions. Encore une fois, moi, je ne les comprends pas, hein, c'est là-haut dans le cerveau. Mais nous, on arrive à faire des connexions assez incroyables. Et la capillarité, effectivement, marche super bien pour l'humain, mais elle ne marche pas bien du tout pour l'intelligence artificielle, pour les intelligences artificielles. Donc, ouais, on a quelque chose que je comprends pas. Mais il y a un truc, tiens, puisqu'on est dans cette histoire de cerveau humain et d'essayer de comparer encore ça, moi je veux revenir au siècle des Lumières. Alors bon, c'était il y a un peu longtemps, mais je trouve qu'il y avait un débat super intéressant. Le siècle des Lumières, pour moi, c'est fascinant. Parce que il y a eu une bataille de philosophes mathématiciens. Vous savez, ces gens-là, à l'époque, ils étaient tout à la fois, hein, donc c'était quand même des génies, tous ces gens-là. Et donc, il y a eu une bataille extraordinaire pendant près d'un siècle sur savoir s'il y avait de l'acquis et de l'inné. Vous voyez. Et donc, je pense qu'à la fin, à la fin du débat, enfin, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord, mais à la fin du débat, on a quand même décidé qu'il y avait de l'acquis et de l'inné, qu'il y avait les deux. Et l'acquis, bon, on comprend. Ben, en fait, quand je parle de machine learning, c'est de l'acquis. Hein. Quand on prend d'apprentissage, c'est de l'acquis. Donc, effectivement, l'acquis va avoir ces connexions dont on vient de parler, qui sont la capillarité, mais on va apprendre plein de trucs. Mais il reste sur le côté ce machin qui est l'inné. Et donc, ben, l'inné, moi aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire ce que c'est. Alors, je suis pas religieux, je peux pas m'accrocher à ces machins comme ça. Mais il y a quelque chose que je ne suis pas capable d'expliquer toujours, qui sont même on a des difficultés à mettre des mots sur ces choses-là. Hein, empathie, je ne sais pas ce que c'est dire, amitié, amour. Donc des choses comme ça qui sont compliquées que je mets dans mon sac dîner, moi, juste pour la pratique, et qui me fait dire que ces intelligences artificielles, même si on pouvait leur apprendre tout, là, vous vous rappelez dans mon dessin où j'ai toutes ces lignes où je dis j'arrive à leur faire apprendre l'infinité des lignes, j'aurais quand même du mal à leur faire apprendre des trucs comme l'empathie,
comme l'amour, comme des choses comme ça, qui sont très différents en fonction des gens, en fonction des cultures, et qui peut-être viennent de cet inné qui est je sais pas quoi. Donc on a du boulot quand même encore. Il y a 2 questions. Allez-y. Bonjour, Francis Dupouy-Serma. Juste une question concernant les véhicules autonomes. Avec votre expérience et votre vision des choses actuelles, le niveau 3, quand est-ce qu'on devrait à peu près l'atteindre dans 5 ans, 10 ans, et le niveau 4, également, même question. Alors je suis pas Elon Musk, hein, donc je vais pas vous dire de conneries. Mais par contre, niveau 3, je peux vous le dire à peu près, on y est là. D'accord? Donc on est au niveau 2.5, 2.7. Il y a certains qui déclarent qu'on est au niveau 3. Niveau 3, on y est. Globalement, si dans un an, on aura des voitures niveau 3. Alors il faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des voitures qui, encore une fois, voient mieux que nous, freinent mieux que nous. C'est ce qui s'appelle les ADAS, hein, des aides à la conduite. Donc elles sont capables de suivre des fils sur l'autoroute. Moi aujourd'hui, bon, j'habite en Californie, j'ai évidemment des Tesla, et aujourd'hui, entre San Francisco et Los Angeles sur l'autoroute, je ne touche pratiquement pas mon volant. Parce que ce sont des univers qui sont contrôlés, hein, les lignes sont bien délimitées, et il n'y a pas de chats qui traversent la route. Ah bah si, il y en a de temps en temps, mais c'est rare. Mais du coup, bon, c'est quand même super contrôlé. C'est autre chose qu'une ville où il y a des vélos, des trottinettes, des piétons, enfin tous les trucs qui emmerdent tout le monde, enfin les automobilistes. Donc niveau 3, vraiment, on y est aujourd'hui. Niveau 4, alors comme je vous ai dit, je suis pas Elon Musk, mais je pense que ça va prendre quelques années avant d'arriver au niveau 4, hein, parce que niveau 4, ça va être presque autonome, dans le sens où la plupart du temps, dans n'importe quel milieu, les voitures vont pouvoir se dépatouiller des nombreux cas qu'elles vont rencontrer. Et donc ça ne sera qu'à la marge qu'on va avoir des interventions, j'ai dit tout à l'heure, soit à l'intérieur du cockpit, parce qu'on va garder un volant, mais il va y avoir des voitures niveau 4 qui n'auront pas de volant. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y a quelqu'un qui aura un grand un système de contrôle dans lequel ils vont contrôler 1000, 2000, 10 000 voitures. Et donc quand une voiture se retrouve dans un cas un peu délicat, eh ben, ça apparaîtra sur l'écran et le gars pourra la contrôler à distance pour la sortir du cas délicat. Donc ça, le niveau 4, je dirais quand même quelques années, mais comme je ne veux pas faire de prédiction, je ne vais pas vous dire si c'est 10 ou si c'est 20. Merci pour cette réponse. Je vous propose qu'on prenne la dernière question sur le chat pour faire participer tous ceux qui nous ont suivis à distance. Donc, Sébastien. Voilà, sur le chat, nous avons une dernière question. Peut-on craindre dans certains domaines d'avoir une surconfiance dans ce que nous dit l'IA et de ne pas avoir le recul nécessaire pour s'en rendre compte? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas? Ouais. Bah, il y a des cas en ce moment, hein, parce que justement on parle de ChatGPT tout le temps et on lui a conféré. Alors quand je dis on, c'est les médias, hein, c'est vrai que on nous raconte un peu n'importe quoi sur ces trucs-là et on nous fait croire que ChatGPT ou Midjourney, enfin toutes ces IA génératives sont maintenant ont la science infuse et et peuvent nous guider. Donc ça c'est un problème parce que bon vous l'avez compris, évidemment moi j'y crois pas du tout. Mais surtout, c'est pas vrai de toute façon et on a les preuves. Donc déjà, pour répondre à la question, je vais vous donner un chiffre qui est un chiffre qui vient de sortir il y a une quinzaine de 3 semaines, qui est un chiffre de la pertinence de ChatGPT. C'était sur ChatGPT 3.5, le précédent, mais les études, il a fallu le temps de les faire, hein, c'est sorti au mois de novembre, donc après il a fallu faire des études. Il y a l'université de Hong Kong qui a pris plein de bases de données de faits. Alors les faits étant vrais, alors le vrai aussi il faut mettre des guillemets parce que le vrai dépend de qui on parle, mais bref. Donc des bases de données de choses qui sont des faits et 24, ils en ont pris 24 bases de données avec donc des millions et des millions de faits et ils ont fait passer ChatGPT sur ces trucs-là. Résultat des courses, ChatGPT est pertinent à 64%. Alors bon, ça peut être impressionnant ou pas, parce que en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 36%, il raconte n'importe quoi.
Et on le sait bien, parce qu'on sait bien qu'on peut lui faire dire d'abord n'importe quoi, parce que la créativité, encore une fois, elle est de notre côté. Si j'ai envie de dire à ChatGPT aujourd'hui, montre-moi que 2 plus 2, ça fait 5, ChatGPT, tout à fait correctement, va vous expliquer pourquoi 2 plus 2, ça fait 5. Donc c'est pas souvent, c'est pas tout le temps pertinent, c'est sûr. Et donc, ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire pour répondre à votre question, c'était de dire doutons. Doutons toujours, parce que à partir du moment où on apprend comment ces choses marchent, on ne peut que douter. Parce qu'on sait que souvent, dans 36% des cas, la réponse sera fausse. Et on a vu ça il y a une quinzaine de jours, 3 semaines aussi, quand il y a eu l'expérimentation de Bard. Vous savez, donc c'est la version d'IA générative de Google. Bard, la démonstration a été faite à Paris et ils ont été un peu poussés en quelque sorte pour faire cette démonstration par le fait que OpenAI et Microsoft avaient fait ça avant. Et ils savaient bien, parce que c'est eux en fait, Google, qui ont créé les LLM, les langages modèles qui sont la base de ces intelligences artificielles génératives. Et donc, mais ils savaient bien qu'il fallait pas faire cette démo. Et ils l'ont faite quand même, un peu poussé. Et le jour où ils l'ont fait, évidemment, Bard a répondu un truc mauvais, alors que c'était répété et répété le machin. Hein, donc c'est une aberration pour moi qu'ils aient même fait la démo. Mais ils ont fait la démo. Et donc Bard a répondu un truc faux sur le télescope Hubble. Bon, je ne me rappelle plus exactement la réponse. Mais surtout, le problème, c'est que comme c'était faux, évidemment, il y a une perte de confiance immédiate en Google. Et ce jour-là, ils ont perdu 100 milliards de dollars en bourse, quand même, de valuation. Bon, c'est remonté un peu depuis. Mais juste pour dire que, quand même, il faut faire super attention, parce que ça peut coûter super cher, ces histoires. Et donc, bah, il aurait fallu qu'il doute un peu plus, là, Sundar, avant de faire sa démo, de faire sa démo. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a une possibilité qu'on ait un peu trop confiance si si on comprend pas comment ça marche, si on s'éduque pas sur ces machins-là. Donc le seul conseil qu'on puisse donner, c'est éduquons-nous et restons comment, vigilants, dans le sens où, comme j'ai dit, l'outil peut être utilisé à mauvais escient. Et mon dernier mot, ça sera sur une chose qui est reliée avec cette question-là, c'est qu'on peut créer une société d'idiots. On peut créer une société d'idiots avec l'IA. Et il y a un film qui date de 2003 qui s'appelle Idiocratie, justement, qui est un film qui montre que on peut créer une société d'idiots en maîtrisant la technologie, mais ça veut dire qu'il y a une frange de la société qui évidemment contrôle les technologies, qui contrôle elles-mêmes donc les humains, qui sont devenus complètement idiots. Donc, il faut être vigilant, il ne faut pas devenir idiot, il faut comprendre ces technologies. Alors, il ne faut pas qu'on soit tous des experts en IA, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut juste se demander pourquoi des fois il y a des réglementations qui arrivent. Hein, le régulateur, des fois, nous met des régulations devant nous. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que des fois, souvent, la régulation a vertu éducative et nous apprend que c'est pour un problème, c'est pour quelque chose qui est potentiellement un problème qu'on met ces lois devant nous. Donc, éduquons-nous tout le temps, continuons à apprendre, continuons à progresser, et c'est comme ça qu'on ne devient pas une société d'idiots. Merci. Merci.